Aujourd'hui, dernière partie du cours sur les acides et les bases. Donc une application assez importante de l'acidité ou de la basicité des espèces. Donc application à la création de solutions tampons, solutions à pH stabilisé on peut dire, et l'application au dosage et titrage. Donc plus précisément ici au titrage acido-basique. Donc, première chose que l'on peut créer à l'aide de couples acido-basiques, c'est des solutions tampons. C'est des solutions dont le pH peut varier par dilution ou par ajout de petites quantités d'acide ou de base. Alors, une solution tampon très courante, c'est le sang humain. En fait, le sang humain, c'est une solution dont le pH ne peut pas varier. Simplement, l'organisme n'est pas fait pour supporter des pH trop élevés, trop faibles, sur des durées trop longues. Donc, le sang est régulé au niveau du pH par l'organisme et a un pH stabilisé entre 7,35 et 7,45. Alors, pour préparer une solution tampon, donc quelle va être l'idée? Eh bien, une idée, ça va être de préparer un mélange équimolaire d'un acide et de sa base conjuguée. Donc mélange équimolaire, ça signifie que les concentrations sont égales. Alors pourquoi ça va fonctionner? Alors on sait une chose, on sait que pour un couple acide-base, le pH d'une solution vaut le pKa plus log de la concentration en base sur la concentration en acide. Donc si le mélange est équimolaire, ça signifie que ce rapport-là vaut 1, dans la mesure où on a la même concentration en haut et en bas. Donc ici on va trouver pH égale pKa. Alors pourquoi est-ce que ça constitue une bonne solution tampon? Eh bien si on pratique une dilution, on divise toutes les concentrations par une certaine quantité alpha, qu'on va appeler facteur de dilution. Et bien à ce moment-là, on va avoir la nouvelle concentration en base qui vaudra l'ancienne concentration en base sur le facteur de dilution et la nouvelle concentration en acide qui vaut l'ancienne concentration en acide sur le facteur de dilution. On retrouve le même facteur de dilution au numérateur et au dénominateur. Donc, l'effet de la dilution ne va pas faire varier le pH. On va encore avoir pH qui vaudra pKa. Donc, vous voyez ici que sous l'effet d'une dilution, un mélange équimolaire d'acide et de base faible nous donne un pH stabilisé. Alors ça, c'est un moyen, par exemple, de réaliser une solution tampon. Alors, autre application très importante, les dosages et titrages. Alors, un dosage, ça va être la détermination de la concentration inconnue d'une espèce donnée, par tous les moyens que ce soit. Et donc, on a deux sous-catégories de dosage, les titrages ou les étalonnages. Les titrages, donc on va utiliser une réaction chimique support qui va être unique, rapide et totale. Et grâce à l'atteinte de l'équivalence, donc lorsque les réactifs titrés et titrants sont introduits en proportion stoichiométrique, eh bien on va déterminer la concentration inconnue. Et souvent, quand l'équivalence est atteinte, on a un changement brutal d'un paramètre physique ou chimique qui décrit la solution. Donc le pH, la couleur, le potentiel, etc. Par étalonnage, l'idée c'est qu'on va mesurer une grandeur physique, l'absorbance, la conductivité. On va tracer une courbe grâce à un grand nombre d'échantillons de solutions de concentration connues. On va prendre la solution de concentration inconnue, on va mesurer la grandeur physique qui nous intéresse, donc l'absorbance, la conductivité, puis on va, grâce à la droite d'étalonnage, remonter de la grandeur mesurée à la concentration. Donc, je vais expliquer rapidement le principe avec un petit schéma à côté. Donc, imaginons qu'on mesure l'absorbance. D'accord, l'absorbance en fonction de la concentration. Pour différentes solutions connues. Donc on construit une courbe. Donc ça va constituer la courbe d'étalonnage. Donc ici une droite. Puis on mesure l'absorbance de la solution inconnue. On se rapporte à la courbe d'étalonnage et on retrouve la concentration inconnue associée.
Donc ça, c'est le principe du dosage par étalonnage. Alors nous, ici, sur les solutions acido-basiques, on va s'intéresser plus au titrage, forcément. On va s'intéresser au cas où on utilise des réactions chimiques support. Alors, la réalisation. Donc on va trouver l'équivalence d'un titrage par suivi d'une grandeur physique ou utilisation d'indicateurs colorés. Donc soit on va utiliser des sondes pH métriques, des sondes conductimétriques ou des spectrophotomètres pour mesurer l'absorbance, soit on va utiliser directement des indicateurs colorés qui vont changer de couleur lorsque l'équivalence sera atteinte. Et donc pour ce qui est de la réalisation d'un titrage, eh bien, on a deux grandes catégories qui vont changer un petit peu les stratégies. Les titrages directs, alors à ce moment-là, la réaction support est la réaction entre le réactif titrant et le réactif titré. Donc en gros, si A est le titré et B le titrant, on va avoir A plus B qui donne de manière directe C. Et donc en connaissant la quantité de B introduite, on trouve la quantité de A, donc la concentration en A. Titrage indirect, c'est un petit peu plus subtil. Alors ici, la réaction support n'est pas la réaction entre réactif titrant et titré. Alors ça peut arriver quand il n'existe pas de moyen de réaliser une réaction unique, rapide et totale avec le réactif A. Hop, avec un espace au bon endroit. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va changer de stratégie. Alors, soit on utilise des titrages en retour, soit on utilise des titrages par déplacement. Dans les deux cas, ce sera des titrages indirects. Alors, titrage en retour, ce qu'on va faire, on met A en présence de B. Et on met B en excès. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que A plus B donne, voilà encore une espèce C. Et donc cette réaction peut être éventuellement lente. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'excès de B, donc on récupère la solution où A a disparu, où C a été créé et où B était en excès. Et on titre l'excès de B avec un nouveau réactif. Donc là, la détermination de l'excès de B va nous donner, en connaissant la quantité de matière de départ de B, donc NB initial, eh bien NB initial, ce sera NB en excès, qu'on aura titré, plus NB qui a réagi avec A. Donc si on connaît la quantité de NB en excès, si on connaît la quantité de NB initiale introduite ici, eh bien on va trouver la quantité du réactif B qui a réagi avec A. Et à partir de là, grâce à l'équation bilan ici, on va remonter à la quantité de A présente. Titrage par déplacement. Alors ici, il faut bien faire attention à une chose, c'est que l'excès de B doit être connu. Donc il faut savoir précisément quelle quantité de B on a introduit ici. Un titrage par déplacement, c'est un petit peu différent. Alors un titrage par déplacement, on va mettre A plus B en excès, toujours. Mais l'excès ici sera inconnu. En fait, on s'en fiche de connaître la quantité de B, il faut juste qu'il y en ait trop. A plus B qui va donner C, et ensuite, on titre C formé. Donc là, l'idée, c'est que la quantité de C formé, c'est la quantité de C que l'on va titrer avec D. Et donc, on va avoir, eh bien ici, NC formé, qui va être directement relié à la quantité de A de départ. Donc là, l'excès peut être inconnu pour B, dans la mesure où B est juste là, pour permettre de transformer A en C. Donc dans un cas, on va parler de titrage par déplacement. Ici, au fait, c'est comme si on avait transformé A en C pour pouvoir titrer C. Ici, titrage en retour, c'est-à-dire que on
faire réagir totalement A avec B en excès, mais en excès connu. On récupère donc du B en excès dans le bécher et on titre B avec un autre réactif. Donc là, il faut que les deux réactions ici soient totales. Mais l'avantage, c'est que les réactions qui sont respectivement ici et ici peuvent se permettre d'être des réactions lentes. Et c'est souvent d'ailleurs ça qui va poser problème. Parfois, on va réussir à trouver des réactions totales entre A et un autre réactif, mais c'est des réactions qui vont être trop lentes pour que qu'on les exploite pour des titrages. Alors, ici, donc, c'est différentes stratégies possibles. Si vous voyez dans un sujet qu'on vous présente plusieurs réactions à la suite, dites-vous que vous allez rentrer dans l'un ou l'autre de ces cadres. Donc, soit un titrage en retour, soit un titrage par déplacement. Donc là, il ne faut pas paniquer. Le contexte est souvent un petit peu plus compliqué. Il faut simplement faire deux tableaux d'avancement pour mettre en lien la quantité de matière qui sera effectivement titrée et la quantité de A présente au départ. Donc vous voyez, le tout c'est de faire proprement des tableaux d'avancement en quantité de matière. Donc ici, voilà, votre ami c'est le tableau d'avancement. Donc ici je mets en mol parce que sur les titrages, on va toujours travailler avec des tableaux d'avancement en quantité de matière. Alors, ici, on va prendre un dosage des ions carbonates par l'acide chlorhydrique. Alors, ici, quelle va être l'idée? Eh bien, les ions carbonates, donc réactifs titrés ici, donc ce sera CO3 2-, à queue. Donc ça va être dans le bécher, à la concentration CB, au volume VB. Le réactif titrant, dans la burette, et l'acide chlorhydrique, donc H3O+, à concentration Ca, volume VA. Donc l'acide chlorhydrique, on rappelle que c'est HCl qui va donner directement dans l'eau H3O+, et Cl-. Et les ions carbonates sont combinés à des ions Na+. Donc en solution, c'est comme si on avait 2 Na+, et CO3 2-. Alors, le principe d'un suivi pH métrique, c'est qu'on fait plonger une électrode combinée, donc une électrode de suivi pH métrique, électrode de verre autrement dit, dans le bécher. Cette électrode de verre permet de transformer une mesure de potentiel électrique en mesure de pH. Et donc ensuite, on trace la courbe de titrage pH en fonction du volume d'acide formé. Et donc ici, eh bien, on s'attend à avoir des variations brutales de pH au moment où on atteint l'équivalence. Ou les équivalences, si on en a plusieurs ici. Alors, ici on nous dit que CO3 est une dibase. Donc dibase, ça signifie qu'on peut avoir deux protons qui vont venir se greffer dessus. Un premier proton qui va donner HCO3-, un deuxième proton qui va donner H2CO3. On rappelle que H2CO3, c'est l'acide carbonique, c'est la même chose que H2O CO2. Alors, ici, donc, les couples acido-basiques qui vont nous intéresser, c'est les couples H2CO3, HCO3-, et CO3 2-, HCO3-, CO3 2-. Donc, si CO3 2- existe dans la solution titrée, c'est qu'au départ, la solution est relativement basique. Donc, relativement basique, ça signifie ici que donc, CO3 2- sera dans son domaine de prédominance. Et puis, à mesure que le pH va monter, que le pH va baisser, on va avoir de plus en plus, donc on rajoute de l'acide, le pH baisse, et à mesure que le pH baisse, on va avoir de plus en plus de HCO3- qui va se former à partir de CO3 2-. Puis à un moment,
le pH va être trop bas pour que HCO3- prédomine, et à ce moment-là, ce sera H2CO3 qui va prendre le relais. Donc ça, on peut s'en convaincre avec un petit diagramme de prédominance, donc on va dresser ici. Hop. Donc on va tracer en fonction du pH les domaines de prédominance des différentes espèces. Alors, on sait que les frontières, les domaines de prédominance, se situent à pH égale pKa. On a deux pKa qui sont donnés dans l'énoncé à 6,4 et 10,3. Donc là, on va s'attendre à avoir quoi? Donc au départ, avant de verser de l'acide, on va être dans le domaine de prédominance de CO3 de moins. Puis, lorsqu'on va passer un certain volume, un volume on peut dire critique d'acide, on va passer du domaine de prédominance de CO3 de moins au domaine de prédominance de HCO3-. On continue à verser de l'acide, on va passer du domaine de prédominance de HCO3- au domaine de prédominance de H2CO3. Et donc ici, on va s'attendre à avoir, pour ce titrage, un saut de pH par changement de domaine de prédominance. Et donc là, on va avoir à chaque fois une variation brutale du pH. Alors, justement, la courbe de titrage nous fait apparaître ceci. Donc là, elle est simulée à partir d'un logiciel. Donc ici, on voit qu'on part d'un pH relativement élevé, donc domaine de prédominance de CO3 de moins, puis le pH chute brutalement pour passer dans le domaine de prédominance de HCO3-, puis chute à nouveau brutalement pour passer dans le domaine de prédominance de H2CO3. Alors, ici on va essayer d'exploiter cette courbe au maximum. Donc exploiter cette courbe au maximum, donc ça veut dire qu'on va identifier deux sauts de pH. Alors, deux sauts de pH et donc deux volumes équivalents. Un volume équivalent numéro 1, un volume équivalent numéro 2. Alors, ce qu'on constate instantanément, ici, c'est que le volume équivalent numéro 2 vaut 2 fois le volume équivalent numéro 1. Donc ça, c'est relativement logique, dans la mesure où il aura fallu verser 2 fois plus d'acide pour titrer HCO3- plus CO3 de moins que d'acide pour titrer uniquement CO3 de moins. Alors, quelles vont être les réactions associées aux deux sauts de pH? Le saut numéro 1, on va l'associer à la réaction CO3 de moins plus H3O+, qui va donner HCO3- plus H2O. Donc réaction ici très avancée. Le saut numéro 2, il sera associé à la réaction HCO3- plus H3O+, qui va donner H2CO3 plus H2O. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit instantanément? On a dit qu'on voyait les volumes équivalents, VEC 1 qui vaut 10 ml et VEC 2 qui vaut 20 ml. Alors, si on veut repérer précisément les volumes à l'équivalence, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la méthode des tangentes. Alors la méthode des tangentes, comment ça fonctionne? Donc on trace une première tangente avant le saut de pH. Ensuite, on prend une deuxième tangente que l'on place parallèlement à la première après le saut de pH. On trace une troisième droite, troisième segment, perpendiculaire aux deux premiers.
on fait passer par le milieu du segment une droite parallèle aux deux premières, l'intersection de cette droite parallèle aux deux premières passant par le milieu du segment qui croise les deux premières droites parallèles nous donne le point équivalent. Donc là, on a deux coordonnées importantes, le pH à l'équivalence et le volume à l'équivalence. Bon, ça c'est une méthode des tangentes, je pense que vous connaissez depuis le temps. Mais je préférais faire un petit retour dessus quand même. Hop, voilà. Alors, ici donc, on a vu aux équivalences les volumes et les réactions chimiques associées aux différents sauts. Maintenant, on va voir ce qui se passe aux demi-équivalences. Alors, aux demi-équivalences, ça va être ici, pour le cas où le volume vaut V 1 sur 2, ça ce sera la première demi-équivalence. L'autre demi-équivalence, ce sera à mi-chemin entre V 1 et V 2. Donc lorsqu'on sera à V 2 fois 3 sur 4. La deuxième demi-équivalence. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de demi-équivalence à ce moment-là? Parce que le volume nécessaire pour passer à la deuxième équivalence depuis la première, c'est 10 ml aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on va constater? On va essayer de mesurer le pH à chaque demi-équivalence. Ici, on arrive à un pH qui vaut, alors si on prend 6, 6,5, 7, qui prend ici 6,4 pour la première demi-équivalence. Ici, on va avoir 10,3. Alors, coïncidence ou pas, on voit que la première demi-équivalence nous donne un pH qui vaut pKa1, la deuxième demi-équivalence, un pH qui vaut pKa2. Donc on va voir un petit peu plus tard que ça n'est pas complètement le fait du hasard. Donc ici on va avoir pH à la demi-équivalence 1 qui vaut pKa1, alors pKa1 tel que défini dans l'énoncé, pH à la demi-équivalence 2 qui vaut pKa2. Et on rappelle donc que pour la demi-équivalence 2, au fait, ce qu'on va faire, c'est que on prend le mi-chemin entre le volume équivalent 1 et le volume équivalent 2. Donc on considère la demi-équivalence à partir du moment où la réaction support associée à l'équivalence est active. Alors, ici, on va maintenant voir comment on peut interpréter cette courbe et comment on peut notamment exprimer le pH en fonction des volumes versés. Donc ici, dans le dosage des ions carbonate par l'acide chlorhydrique, tant que Va est inférieur à V1, eh bien les espèces en présence, ce sera H2O, CO3-, H2O, et H3O+, qui aura été versé. Alors ici on fait une hypothèse. On va faire une hypothèse que tout le volume Va d'acide est versé d'un coup.
Alors ça, c'est très important. C'est ça qui va nous permettre de faire un tableau d'avancement relativement simple. Donc ici, la réaction prépondérante quantitative, ce sera la réaction entre CO3 et H3O+. Alors, si on veut s'en convaincre, on sait que la constante d'équilibre, K, ce sera HCO3- sur H3O+ fois CO3 soit 1 sur K1. Donc 1 sur K1 qui donnera ici 10 puissance 10,3, très très grand devant 1. Donc ici on va pouvoir supposer la réaction support comme étant totale en première approche. Donc la réaction prépondérante quantitative, ce sera donc CO3 plus H3O+, qui va donner HCO3- plus H2O. H2O, on s'en occupe pas, on sait que c'est le solvant. À l'état initial, on aura la quantité de matière CbVb de CO3 et comme on a versé tout le volume Va d'un coup, on aura CaVa de H3O+. Vous voyez, on a versé la quantité de matière CaVa. Alors pourquoi est-ce qu'on ne travaille jamais en concentration avec les titrages? Pourquoi est-ce qu'on travaille toujours avec les quantités de matière? Eh bien parce que le volume varie. En effet, il ne faut pas oublier que le volume total de la solution dans le bécher, ce sera Va plus Vb. Alors, on revient un peu en arrière pour expliquer cela. Donc si on regarde le dispositif expérimental, vous voyez que le volume Va est versé depuis la burette vers le bécher. Donc le bécher qui voyait au départ le volume Vb, auquel on rajoute le volume Va versé. Donc ici, à l'état final, on va avoir CbVb moins l'avancement final en CO3 CaVa moins l'avancement final en H3O+, et ici, CF, l'avancement final pour la quantité de matière en HCO3-. Alors, l'état final, comment est-ce qu'on va le décrire? Dans la mesure où Va est inférieur à V avec 1, on est avant l'équivalence 1. Donc tant qu'on n'a pas atteint la première équivalence, le réactif limitant sera H3O+. Donc si H3O+ est limitant, ça va signifier que CF est égal à CaVa. Donc si CF vaut CaVa, eh bien on va trouver les concentrations en CO3-. Donc la concentration en CO3- qui va donner CbVb moins CaVa sur le volume total Va plus Vb et HCO3- qui va donner CaVa sur Va plus Vb. Et il va rester H3O+, une quantité, on peut dire epsilon, c'est-à-dire une quantité relativement faible. On va considérer que tout H3O+, pratiquement, est consommé au cours de la réaction. Alors, on n'a pas exactement tout H3O+, qui est consommé, dans la mesure où il va rester toujours un tout petit peu de H3O+ en solution, ce qui va permettre d'assurer l'équilibre ici. Donc au final, on peut obtenir le pH en sachant que pH vaudra pKa1 plus log de la concentration en base sur la concentration en acide. Concentration en base, donc on a dit
CO3- sur concentration en acide HCO3-. Donc on finit par obtenir pH égale pKa1 plus log de, alors là ce qui est intéressant c'est que le volume total VA plus VB va se simplifier, plus log de CBVB moins CAVA sur CAVA. Ici, on a obtenu l'expression du pH en fonction du volume versé. Alors, on va remarquer une chose, on va remarquer que cette expression n'est pas définie pour CAVA. Hop, on va écrire ça en dessous. CAVA égale CBVB. Donc c'est bien une expression qui est valide tant que VA est inférieur à VEC1. Donc la première équivalence sera atteinte lorsqu'on a changement de réactif limitant. Autrement dit, lorsque les réactifs titrants et titrés sont en proportion stoichiométrique. Donc ici, si les réactifs titrants et titrés sont en proportion stoichiométrique, ça signifie qu'on va avoir CF à la première équivalence qui vaut à la fois CA VEC1 et qui vaut aussi CB fois VB. La quantité de matière de CO3- vaut 0, qui vaut la quantité de matière de H3O+. Les deux réactifs sont limitants en même temps. Donc ici, on retient la relation à l'équivalence, CB, la concentration en base, fois VB, qui vaudra CA fois VEC1. Alors ici, il faut faire attention, si on a des coefficients stoichiométriques différents de 1, la relation à l'équivalence sera changeante. Et donc, à partir de cette relation à l'équivalence, eh bien, on peut éventuellement trouver la concentration CB. CB, on sait que c'est CA fois VEC1 sur VB, qui sont trois valeurs connues ici. Donc ici, alors est-ce qu'on avait un contexte alors je reviens un petit peu en arrière, hop, est-ce qu'on nous donne une concentration? Ouais, 0,10 mol par litre et 100 ml de volume pour VB. Donc 0,1 mol par litre pour CA, 0,10. On a trouvé un volume équivalent à 10 ml. Et on a un volume VB de 100 ml. Donc ici, on va avoir 10 moins 2 mol par litre. Alors, à la demi-équivalence, qu'est-ce qui va se passer? À la demi-équivalence, eh bien, on sait que CA VEC1 sur 2 vaut CB VB sur 2 vaut CAVA. Donc on a CAVA qui vaut CBVB sur 2. Donc si CAVA vaut CBVB sur 2, eh bien on va avoir CBVB moins CAVA sur CAVA qui vaudra 1,5 de CBVB sur 1,5 de CBVB qui vaudra 1. Donc à la demi-équivalence, on aura pH de la demi-équivalence 1 qui vaudra pKa1. Donc est-ce que le résultat trouvé tout à l'heure était une coïncidence? Absolument pas. On voit qu'il est logique de trouver que le pH à la demi-équivalence vaut le pKa du couple associé à la réaction de titrage qu'on a ici. Alors, là, on a travaillé sur le domaine de volume versé, VA inférieur à VEC1. On va voir maintenant ce qui se passe si VA est compris entre VEC1 et VEC2.
Alors ici, j'ai déjà pré-rempli le tableau, je vais me contenter de le commenter. Alors, l'idée, c'est qu'on va avoir en présence H2O, H3O+, HCO3-. Donc là, la réaction prépondérante quantitative sera la réaction entre HCO3- et H3O+. Alors on rappelle qu'une fois qu'on a passé la première équivalence, CO3 a été entièrement consommé. Donc il n'y a plus de raison de le prendre en compte. Donc la réaction prépondérante quantitative ici, ce sera HCO3- plus H3O+, qui donne H2CO3 plus H2O. On a introduit la quantité de matière CbVb de HCO3-. Logique, on avait CbVb de CO3- qui s'est totalement transformé en HCO3-. Donc ça, c'est la quantité de matière initiale de CO3- qui est devenue HCO3-. H3O+, alors quelle quantité est-ce qu'on a ajouté de H3O+? Eh bien, on va avoir H3O+, qui est en quantité CaVa, la quantité qui a été versée, moins Ca avec 1, la quantité consommée pour transformer CO3- en HCO3-. Donc là, alors je vais détailler ça ici. Ça, c'est la quantité versée. Et ça, c'est la quantité consommée. Pour que CO3- devienne HCO3-. Et donc, H2CO3, au départ, on en a 0, on a XIF à la fin. Donc on retranche XIF ici, XIF là, et on forme XIF ici. La deuxième constante d'équilibre, on voit que c'est directement 1 sur Ka2, donc 10 puissance 6,2, très grand devant 1. On peut supposer la réaction comme étant totale encore une fois. Alors, pour ce qui est de l'avancement final, ici, on a Va qui est inférieur à V avec 2. Tant que Va est inférieur à V avec 2, c'est que H3O+ est limitant. Donc l'avancement final, avec H3O+ limitant, ce sera CaVa moins V avec 1, soit CaVa moins CbVb. Vous voyez, on va avoir ici cette quantité qui va s'annuler. À partir de là, on reprend les expressions de HCO3- et H2CO3 en fonction de XIF, avec V total qui vaut Va plus Vb. On calcule le pH qui vaut pKa2 plus log de base sur acide. Alors ici maintenant, HCO3- est devenu la base, et H2CO3 est l'acide. Et donc on obtient pH qui vaudra pKa2 plus log de 2CbVb moins CaVa sur CaVa moins CbVb. Alors là encore, une remarque très importante que l'on peut faire, c'est que cette expression, elle n'est pas définie. Lorsque CaVa vaut CbVb, on diviserait par 0 ici, et lorsque CaVa vaut 2CbVb. Donc c'est bien une expression qui est valide pour l'intervalle de volume défini ici. Donc à l'équivalence 2, qu'est-ce qui va se passer? HCO3- et H3O+ sont limitants simultanément. Donc ici on va avoir CbVb moins XIF équivalent, enfin à l'équivalence 2 qui vaut 0, et CaVa moins V avec 1 moins XIF avec 2 qui vaut 0. XIF avec 2 vaut donc CbVb, d'après ce qu'on a ici. Ca avec 1 vaut CbVb. Donc on obtient pour la deuxième équivalence 2 CbVb qui vaudra Ca avec 2. Donc on va bien trouver
que V avec 2 vaut 2 fois V avec 1. Donc ça, on pouvait s'y attendre. À la demi-équivalence, on sait que CAVA vaut CA fois les 3/4 de V avec 2. Hein, on se rappelle de l'idée, c'est que à la demi-équivalence, au fait, on va avoir VA qui vaudra V avec 1 plus la moitié plus V avec 2 moins V avec 1 sur 2. L'écart entre les deux volumes que je divise par 2. Donc ici, je vais avoir CAVA qui vaudra CA fois 3/4 de V avec 2, ou, autrement dit, 3/2 de CBVB. Et à ce moment-là, je vais trouver le pH à la demi-équivalence, qui vaut pKa2, en utilisant la formule qui est située au-dessus. Donc là, je vous invite à faire le calcul. Vous injectez dans le log qui est ici, vous simplifiez, vous trouvez un 1 dans le log. Donc pH égale pKa2. Vous voyez à ce moment-là qu'il n'y a pas de coïncidence non plus. Le pH à la demi-équivalence vaut le pKa du couple qui est en train d'agir dans la réaction de titrage. Donc si on revient sur la courbe de titrage ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sur la première demi-équivalence, ici, on est en train de travailler sur le couple HCO3-, CO3-, et ici, on est en train de travailler sur le couple H2CO3, HCO3-. Donc le pH à la demi-équivalence vaut le pKa du couple qui est en train d'agir dans la réaction support du titrage qui est en train d'être effectué. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on aura dépassé le volume équivalent numéro 2? Si on dépasse le volume équivalent numéro 2, on a VA qui est supérieur à V avec 2. Alors, est-ce qu'on a encore ici des réactions prépondérantes qui ont lieu? On a H2O qui est en présence, on continue à verser H3O+, mais ici, on a consommé entièrement CO3-, ça vient du fait que V avec 1 est dépassé, mais on a aussi consommé entièrement, ou presque, HCO3-, dans la mesure où V avec 2 est dépassé. Donc il va nous rester, dans la solution, H2CO3, H2O et H3O+. Et donc là, on voit une chose, on voit que, ici, la réaction prépondérante sera l'équilibre de contrôle H2O plus H3O+, qui redonne la même chose, de constante d'équilibre, K égale 1. Donc, ici, la dernière chose qui va se passer, c'est que H3O+, donc la concentration H3O+ dans la solution, ce sera la quantité de départ ajoutée moins 2 CBVB. Donc ça, c'est la quantité consommée pour réaliser les deux équivalences. Donc ici, simplement, ce qui s'est passé, c'est que la quantité de matière CaVa introduite en H3O+, s'est retrouvée amputée de une fois CbVb pour transformer CO3- en HCO3- et de une deuxième fois CbVb pour transformer HCO3- en H2CO3. Donc on perd une fois CbVb par équivalence. Ici, on a le volume total Va plus Vb. Donc là, finalement, ce qui va rester, ce qu'on va continuer à faire, c'est on va rajouter de l'acide et réaliser de la dilution. Donc la concentration en H3O+, ici, peut se déterminer directement comme étant CaVa moins 2 CbVb sur Va plus Vb, et le pH peut être calculé de cette manière-là. Donc le pH, moins log de H3O+, c'est directement moins log de CaVa moins 2 CbVb sur Va plus Vb. Donc là, vous voyez que pour terminer la courbe, eh bien, on n'a plus besoin de relation entre un pH et un pKa, on a juste besoin de la définition brute du pH. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Si on reprend la courbe de titrage, on a trouvé une expression
Ça commence à être un peu le bazar. Ok, je vais passer sur la courbe de titrage suivante. On a trouvé une expression qui permet de modéliser jusqu'à la première équivalence. Donc ici, la première expression, c'était celle-ci. pH qui valait pK1 plus log CBVB moins CAVA sur CAVA. pK1 plus log, donc on a dit plus log de CBVB moins CAVA sur CAVA. Bon, le rose comme ça, je crois que c'est la dernière fois que je l'utilise. Hein. Hop. Ensuite, à partir de la première équivalence jusqu'à la deuxième, on avait une autre expression qui était valide. Donc, pH qui valait pKa2 plus log de 2 CBVB moins CAVA sur CAVA moins CBVB. Et ensuite, une expression valide sur la dernière zone. Ici, pH qui valait, et à ce moment-là, on n'a plus de pKa qui intervient, pH qui valait simplement moins log de CAVA moins 2 CBVB sur VA plus VB. Alors, là donc on voit qu'on a la courbe de titrage avec ici les deux équivalences. E1, E2 et les deux demi-équivalences E1 demi 2, E1 demi 1, qui nous donne les pKa des couples mis en jeu dans le titrage. Alors, on peut aller un petit peu plus loin en travaillant sur le diagramme de distribution que l'on superpose à la courbe de titrage. Alors, qu'est-ce qu'on va constater ici? Eh bien, on va constater que la première courbe ici, ça va être une courbe qui va se casser la figure très vite et qui va pratiquement rejoindre les valeurs nulles lorsque la première équivalence est dépassée. Donc, quel est le composé qui est entièrement consommé quand le premier composant est quand la première équivalence est dépassée? Eh bien, on sait que c'est CO3 de moins. Donc, CO3 de moins est associé à cette courbe-là. HCO3-, HCO3- donc devient le composé qui prend le relais lorsque la première équivalence est dépassée et qui se retrouve entièrement consommé à la deuxième équivalence. Puis il va rester H2CO3, donc qui va être inexistant au début, qui va commencer à être créé quand la première équivalence est dépassée, et qui va donc voir sa quantité maximale à la deuxième équivalence. Alors ici, donc ce qui a été représenté, c'est les concentrations des différentes espèces en fonction du volume versé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Eh bien, on va pouvoir dire une chose, c'est que le fait qu'il y ait dilution en fin de titrage va faire décroître cette courbe, enfin les valeurs de H2CO3. Donc ici, on continue à verser du volume, donc VA plus VB augmente, alors que la quantité de matière de H2CO3, ça vaut CBVB sur VA plus VB.
Donc l'effet de dilution fait baisser les quantités présentes ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Aux demi-équivalences, alors aux demi-équivalences, on avait pH égale pKa. Vous vous rappelez? Eh bien, on va constater qu'aux demi-équivalences, on va avoir croisement. Alors, pas exactement, mais pas loin quand même. Il y a ici un petit effet correctif. Aux demi-équivalences, on a croisement des courbes associées à la base et des courbes associées à l'acide. Donc à pH égale pKa, on passe d'un domaine de prédominance à un autre. Donc tant que le pH est supérieur à pKa2, on va dire pKa1, tant que le pH est supérieur à pKa1, vous voyez le pH part sur des valeurs très hautes, eh bien on sait que c'est CO3 qui prédomine. Ensuite, entre pKa1 et pKa2, ce sera HCO3- qui va prédominer. Vous voyez, c'est cette courbe-là qui se retrouve au-dessus des courbes associées à CO3- et H2CO3. Et quand le pH devient inférieur à pKa2, c'est H2CO3 qui prend le relais et qui prédomine sur HCO3- et sur CO3-. Donc le diagramme de distribution ici nous permet d'avoir encore un petit peu plus d'informations sur la répartition des espèces en fonction du pH. Donc là, ce que je vous ai présenté ici, ça n'est pas vraiment du cours à proprement parler, c'est déjà un exercice. Et c'est même, si on va un petit peu plus loin, ça peut être un extrait de problèmes de concours. On titre un diacide, une dibase, etc. À partir des tableaux d'avancement, on trouve les expressions des pH en fonction des domaines de volume versés pour justifier l'allure de la courbe. Et on justifie notamment le fait que pH vaut pKa, demi-équivalence, grâce aux expressions trouvées ici. Donc ça, c'est déjà un exercice relativement avancé. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que donc sur un titrage d'un diacide ou d'une dibase, vous aurez un double saut de pH si les deux pK sont suffisamment éloignés l'un de l'autre. Il faut retenir que si on superpose les diagrammes de distribution, on peut extraire de l'information supplémentaire et notamment retrouver les valeurs de pK au croisement entre les courbes associées à la base et les courbes associées à l'acide. Et retenir que l'on peut exploiter la méthode des tangentes pour exploiter les équivalences, retrouver les volumes et retrouver les concentrations inconnues. Sur ce, je vais vous dire de poser vos questions en commentaire et je vais vous annoncer la suite au prochain épisode qui va parler des réactions de précipitation, c'est-à-dire de formation de solides au sein d'une solution aqueuse. Portez-vous bien.